produits indiciels qui ont connu un développement exponentiel. Je pense que la France n'a pas encore, enfin, le monde de la finance française et des conseillers financiers n'ont pas encore mesuré la révolution qui était en cours avec les ETF. Alors, attendez, je vais me mettre en un peu plus grand. Pof, voilà. C'est une véritable révolution dans le domaine de l'investissement financier. Alors, précision, donc moi je suis Régis Jancovici, je suis dirigeant de Pragmages, qui est une société de conseil en investissement en allocation d'actifs à base d'ETF. On ne fait que ça. On est fabricant d'allocation d'actifs à base d'ETF pour une clientèle essentiellement de professionnels, mais également quelques particuliers nous ont démarché, et donc on a quelques particuliers en direct. Pourquoi, il y a près de 15 ans, après avoir fait près de 10 ans d'allocation d'actifs à base d'OPCVM, à base de titres vifs, produits structurés, alternatifs, etc., comme le font un petit peu vous, conseillers financiers, j'ai décidé de faire une croix sur tout ça et de ne faire que de l'ETF. D'abord, évidemment, les frais. On passe d'un univers au PCVM à autour de 2%, disons 2,2 environ, à un univers qui est maintenant, puisqu'il y a aussi une déflation importante sur les frais de gestion des ETF, à autour de 0,2%, voire en dessous. Alors, qu'est-ce qui fait varier les frais de gestion d'un ETF ? C'est la technicité de l'indice. Sur un indice très large, très liquide, où aussi il y a beaucoup de concurrence entre les différents gérants d'ETF, on a des frais qui maintenant avoisinent tout simplement les zéros. Voilà, c'est juste dingue, mais on est quasiment à zéro, on va dire entre 0 et 0,1%. Mais il y a également, ça il faut le savoir, alors ça reste anecdotique, mais il faut le savoir, il y a donc des gammes à 0% et même un gestionnaire d'ETF qui a lancé des ETF avec des frais de gestion négatifs, c'est-à-dire ils vous payent pour que vous investissiez. Alors évidemment, ils ne sont pas totalement maso parce qu'ils se récupèrent sur autre chose, en particulier souvent du prêt de titre, mais tout le monde fait du prêt de titre. En tout cas, tous ceux qui font de la réplication physique font du prêt de titre. Donc on est dans un univers déflationniste avec des frais vraiment extrêmement bas. Quelques éléments pour vous dire un peu le succès de ces ETF. On a atteint, il y a quelques mois, 6 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en ETF. 6 000 milliards, ça représente à peu près 15% des fonds ouverts au monde. On vient, alors je regarde un peu sur ma gauche parce que j'ai quand même noté quelques chiffres, c'est une hausse. On était il y a 10 ans à peu près 800 milliards, donc de 800 milliards à 6 000 milliards, une hausse en 10 ans de 23% annualisée. C'est vraiment considérable, et évidemment, alors il y a de l'effet marché, et dans le même temps, pour ne parler qu'aux États-Unis, les mutual funds ont décollecté 1300 milliards de dollars. Et là encore, alors ça ne s'est pas beaucoup vu quand on regarde un peu de loin, parce qu'il y a un effet marché. Mais il y a eu quand même 1300 milliards de rachats sur des mutual funds de gestion active. Et le dernier en date, dont on n'a pas beaucoup entendu parler en France, c'est CalPERS, la caisse de retraite américaine, la plus grosse aux États-Unis, qui a décidé de réduire ses fonds, ses mandats de gestion active alors je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je regarde, de 17 à 3 de fonds de gestion active, et l'impact en termes d'AUM a été de 31 milliards de dollars. C'est-à-dire, il y a 31 milliards de dollars que CalPERS a décidé de retirer à la gestion active pour investir essentiellement en gestion passive. Alors, on ne peut pas taxer ces gens-là d'avoir un biais intellectuel particulier, de rechercher tel ou tel intérêt personnel. Non, ils investissent au mieux des intérêts des retraités américains. Autre indicateur intéressant et historique,
On sait depuis quelques années que les flux vers les ETF sont plus importants que vers la gestion active. C'est maintenant vrai en Europe. Maintenant, c'est vrai également au niveau du stock. Aux États-Unis, les mutual funds actions sont devenus plus petits que l'AUM sur les ETF. En Europe maintenant, on a atteint 1000 milliards. On vient de les atteindre au mois de décembre. Là encore, on a multiplié par 2 en 4 ans. On est en retard, forcément. Les ETF ont été lancés en Europe en 2000, aux États-Unis en 91. Donc, on a à peu près 10 ans de retard avec tous les freins au développement que vous connaissez en Europe et sur lesquels on peut évidemment parler. Un indicateur qui me paraît aussi intéressant, c'est que des acteurs historiquement investis dans la gestion, dans le stock picking, se sont mis à promouvoir les ETF. C'est des gens que vous connaissez bien parce que vous achetez souvent leurs EPCVM, comme Fidelity, comme JP Morgan. Et puis dans un autre domaine, Goldman Sachs a annoncé qu'il allait développer une gamme d'ETF en Europe il y a quelques mois également. Donc tout le monde se met à l'ETF. Ce n'est pas un effet de mode. C'est quelque chose qui est en train de prendre une place majoritaire dans l'univers des véhicules d'investissement financier. Et alors, je dis l'Europe est en retard, mais les particuliers européens sont également en retard, parce que si le marché américain, qui est à peu près 50%, 50% de particuliers et 50% d'investisseurs institutionnels, professionnels, en Europe, les particuliers ne pèsent que 15%. Et je ne peux pas croire que les intérêts des investisseurs particuliers américains soient très différents des intérêts des investisseurs européens. Donc, 15% en Europe, 50% aux États-Unis. La marge de progression en Europe est vraiment magistrale, vraiment très importante. Et aujourd'hui, je suis convaincu, et c'est ce que je dis à tous vos collègues quand je fais des réunions, que avoir aujourd'hui une offre en ETF pour un conseiller financier, c'est un moyen de conquête de nouvelles clientèles, et encore, je pense, pour plusieurs années, mais dans quelques années, ne pas avoir d'offre en ETF, c'est un risque de perte de clientèle. Et aujourd'hui, alors je prends toujours beaucoup de plaisir parce que la clientèle de particuliers n'est pas une clientèle que je développe activement. Et personne autour de moi ne cherche à la développer en particulier, mais on a des coups de fil entrants en disant je vous ai vu, monsieur Jancovici, spécialiste ETF, comment je fais? Mon conseiller ne m'en propose pas, ou ne sait pas exactement comment faire pour m'en proposer, donc ils arrivent chez moi. Voilà. Alors, je veux quand même dire également, parce que c'était aussi l'objet de ce webinaire, que je trouve que la proposition aujourd'hui qui est faite en ETF et l'utilisation qui en est faite est d'une grande pauvreté. Voilà, je trouve ça d'une grande pauvreté. Je suis un peu déçu, ou alors je me dis que vraiment l'avenir est devant nous, parce qu'aujourd'hui, quelle est l'utilisation des ETF qui est faite? D'abord, quand on regarde la distribution des actifs, on s'aperçoit que 80 à 90% du stock est investi dans des ETF de grande capitalisation, pondérés par la capitalisation, ça veut dire des indices les plus larges, les plus connus, CAC 40, Eurostock 50, S&P 500 ou MSCI World. Et c'est ce genre d'investissement-là, on comprend que c'est des investisseurs qui vont faire sans doute du buy and hold, très bien, pourquoi pas, qui voient l'ETF uniquement comme un moyen d'accéder au marché à moindre prix. Ce qui est le cas, c'est parfait. Il faut qu'il y ait ce genre d'investisseurs-là, et cette économie, ce différentiel d'économie est colossal quand on le capitalise. Souvent, alors il y a deux types d'investisseurs, il y a ceux qui font eux-mêmes et ceux qui délèguent. Ceux qui font eux-mêmes voient l'ETF, alors soit comme un outil de buy and hold, soit comme un outil de trading. On voit des flux et des rachats très importants sur les ETF à levier, alors que je trouve que ça devrait rester presque anecdotique. Et pour ceux qui délèguent, qu'est-ce qui leur est proposé la plupart du temps? Des gestions systématisées, quantitatives, uniquement la plupart du temps basées sur du Markowitz amélioré. Alors, qui dit Markowitz dit... alors, je vois une question en même temps. Je finis et je jette un œil à droite.
pardon, qui dit Markowitz dit théorie du marché efficient, et on sait bien, pour en tout cas ceux qui ont déjà géré, parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir géré pour proposer un modèle quantitatif mathématique qui a pu fonctionner sur un backtesting. Eh bien, il s'appuie juste sur des hypothèses qui ne fonctionnent pas, parce qu'on sait bien, et Markowitz le dit lui-même, que les hypothèses réductrices pour pouvoir mettre ça en équation sont tellement réductrices que ça ne marche pas dans la vie réelle. Alors, je regarde la question d'Olivier. Que pensez-vous des ETF BER sur le CAC? Je les ai déjà utilisés, vraiment pas convaincu. Je préfère en stratégie de couverture et vraiment les turbos. Chacun ont leur avantage. Alors moi, ce qui me gêne sur les turbos, c'est que le marché n'est fait que par l'émetteur, et donc si l'émetteur était en difficulté, on n'aurait plus de liquidité sur ce genre de produit-là. Et d'ailleurs, on voit, alors je suis pas spécialiste des varans, mais pour avoir regardé ça un petit peu quand même à une certaine époque, que les fourchettes s'écartent, font du yo-yo en fonction des stress de marché. Tandis qu'un ETF, vous avez des market makers qui sont indépendants de la société de gestion qui fait l'ETF, et ça garantit une liquidité vraiment extrêmement satisfaisante. ETF BER, alors ce que tout le monde n'a pas compris sur les ETF BER, mais bon, je pense que ça rentre maintenant, c'est que le principe pour un ETF BER sans levier, c'est de faire juste fois -1 la performance du marché, mais de manière quotidienne, dès lors que vous capitalisez sur plusieurs jours. Si au bout d'un mois, votre indice fait plus 10%, votre ETF a de très fortes chances de tout faire, sauf moins 10%. Mais bon, voilà, tout le monde l'a pas compris. Donc, c'est un outil qui est intéressant. Moi, je trouve intéressant dans les ETF, c'est que c'est un couteau suisse, et que le couteau suisse, vous aimez qu'il ait plusieurs petites lames de toutes les formes pour, en cas de besoin, pouvoir sortir la bonne. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, la critique que je peux faire à l'offre qui est faite, c'est que les couteaux suisses qui sont proposés aux clients contiennent 2-3 lames, alors que je trouve qu'on peut en mettre beaucoup plus avec une connaissance de l'éventail des ETF. Donc nous, la façon dont on appréhende les ETF, le principal atout, si on devait en sortir un, ce qui est assez compliqué parce qu'on trouve ça assez génial, par exemple d'acheter à cours connu. Franchement, pourquoi acheter des OPCVM sans connaître un cours d'achat ou de vente? C'est juste. Je suis sûr que dans quelques années, allez, 5 ou 10 ans, on dira mais c'était de la folie. Pourquoi de l'OPCVM? Je vous parlerai après, ou peut-être si vous me questionnez sur la façon dont je vois l'avenir de l'ETF et de l'OPCVM. Donc pour nous, si on doit sortir un avantage, c'est de pouvoir donner accès à des classes d'actifs, à des thématiques, à des secteurs qui sont juste inaccessibles en OPCVM. Ça veut dire qu'il y a peut-être 10 fois moins d'ETF que d'OPCVM, mais vous faites beaucoup plus de choses avec une boîte à outils plus réduite en nombre qu'en OPCVM. Et on le verra sur nos allocations, on n'hésite pas à aller sur des ETF à granularité plus fine, donc peut-être parfois plus volatiles, c'est vrai, qui font pas la une des journaux. Les clients demanderont des explications pourquoi ces ETF sont achetés, mais pour nous, c'est plus de décorrélation parce que vous allez trouver des thématiques qui ont leur histoire propre. Leur moteur, c'est pas juste des flux qui se déversent parce que y a de l'argent à investir qui vient de la Banque centrale, mais non, ils ont une histoire propre, et donc quelque part ils s'extraient non pas de la volatilité, parce que ça peut rester volatile, mais il y a une décorrélation qui est intéressante à exploiter. Nos services, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on travaille avec les conseillers financiers depuis plusieurs années. On leur propose 2 choses. Soit pour ceux qui veulent faire seul, très bien, faites seul. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez me passer un coup de fil pour me poser 2-3 questions, ça sera toujours avec plaisir. Si vous voulez être accompagné, mais que vous voulez garder la main sur la gestion, alors vous pouvez souscrire à un abonnement à ETF Finance. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Si vous voulez nous déléguer la gestion de votre client, c'est vous qui gardez la relation clientèle, bien évidemment, c'est votre client, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est écrit noir sur blanc. On peut travailler également donc en délégation. Je jette un œil, Olivier, comment peut-on se couvrir contre le risque de change
sur un ETF, en achetant un ETF couvert du risque de change. C'est le plus facile puisque la couverture du risque de change est intégrée à la performance de l'ETF. Les abonnements, donc j'en parlerai après, quand on ira sur le site. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager mon écran pour vous montrer les allocations que nous avons construites. Alors, ce que nous avons fait, c'est quelque chose qui est, à mon sens, unique. C'est que nous gérons des allocations depuis maintenant 2013, comme si nous gérions des OPCVM. Vous allez le voir, ça ressemble à des reportings d'OPCVM, sauf que ce sont juste des allocations qui sont notre vitrine pour vendre des gestions, soit à vous conseiller, soit à des clients privés, et ça vous permet de voir exactement l'historique de performance, les opérations. On est dans une transparence qui est juste du jamais vu dans notre industrie. Donc je bascule sur le site. Voilà, alors normalement, vous voyez, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous... Voilà, est-ce que... Olivier, je vous réponds sur les liquidités juste après. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer que vous voyez mon écran? Ok, super. Donc là, on est sur ETF Finance. Je vous montre les allocations. Je vais peut-être, si je peux zoomer un petit peu, vous les verrez mieux. Voilà. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est lisible pour vous? Ok, super. Alors, la particularité de nos allocations, bon, souvent, même dans 100% des cas à peu près, les allocataires proposent des niveaux de risque. Évidemment, c'est obligatoire. On a voulu aller plus loin que ça et proposer aussi des allocations, alors par niveau de risque, on appelle ça des allocations généralistes, mais aussi on a fait des allocations spécialisées dans lesquelles on va regarder les marchés à travers des lunettes particulières qui sont pas les mêmes. Et donc, on n'a pas simplement une méthodologie unique qu'on applique à un marché unique, on va avoir un prisme particulier. Par exemple, la première allocation future, c'est de s'intéresser à des thématiques innovantes, à forte visibilité, à forte croissance. C'est ce que certains appellent les méga-trends. Et vous avez même certains OPCVM qui sont développés là-dessus. Pictet en a un depuis longtemps. Et donc, mais on le fait non pas avec des sociétés, mais à travers des ETF. Et ça, si vous demandez à n'importe quel conseiller financier ou particulier intéressé aux ETF, il va se dire, ah bon, mais qu'est-ce que vous achetez à part un ETF Nasdaq et un ETF Healthcare? Bon, on ne sait pas trop. Mais on va voir si vous le souhaitez. Je vous fais un tour global des allocations. Après, vous me ferez, vous me direz si vous voulez qu'on zoome sur une ou plusieurs d'entre elles. Political trend, on constate, tout le monde le voit, et ça aussi, le client le comprend bien, que l'impact de la politique sur les marchés financiers devient majeur. Bon, on utilise ce prisme-là pour investir. Alors parfois, alors ça ne veut pas dire qu'on investit que dans des zones où la politique est stable ou dans lesquelles il n'y a pas d'élection dans l'année. Pas du tout. On cherche à profiter des excès dus à des tensions politiques. Par exemple, quand il s'agit de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, les actifs mexicains ont fortement baissé. Bon, on a acheté à ce moment-là du Mexique. Ou alors, lorsqu'il y a eu l'année dernière un bombardement de capacité de production pétrolière en Arabie Saoudite, on a acheté un ETF sur l'Arabie Saoudite. Volatilité, on est dans un tout autre domaine.
on profite de la structure à terme de la courbe de volatilité. C'est l'allocation qui est la plus performante, non pas en 2019, mais sur longue période, puisqu'on a une performance annualisée depuis 10 ans autour de 20%. Donc, c'est juste prodigieux. L'année dernière, elle a fait 9%, donc en dessous de sa moyenne, mais elle est vraiment assez étonnante. Smith Cap, bon, ça parle small et mid cap, donc ça parle de son nom. On cherche évidemment parfois à avoir une granularité un peu plus fine que d'acheter un ETF small cap world, d'ailleurs ce qu'on fait jamais parce que les clients n'ont pas besoin de ça pour nous. Mais par exemple, je vous donne des small cap qu'on achète en ce moment, on achète des small cap indiennes parce que oui, effectivement, personne n'en parle parce qu'il n'y a pas d'ETF référencé en Europe sur les small cap indiennes, mais on achète beaucoup d'ETF cotés sur le marché américain où on a une densité plus importante. Le PEA, je ne comprends pas pourquoi tous les épargnants français ne font pas que de l'ETF dans leur PEA, ou en tout cas une majorité d'ETF, puisque c'est le seul moyen d'internationaliser, j'ai réussi, son PEA. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent de manière assez récente que l'Europe devrait faire un rattrapage, donc internationaliser cette année, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est clair qu'à moyen terme, la zone euro est peut-être pas la zone la plus réjouissante à mettre dans un PEA, donc c'est comme une évidence de mettre de l'ETF dans un PEA. Émergent, c'est à la manière d'un fonds émergent, mais toujours, je le précise, et c'est vrai sur toutes les allocations, nous n'avons pas même si on utilise des fonds indiciels, nous n'avons pas de souci de battre un indice parce que on n'oublie jamais que ces allocations sont faites pour des particuliers. Donc il y a aussi, alors je dis pas que le particulier se moque totalement des indices, c'est pas ça. C'est juste que le particulier, pour le satisfaire, c'est un mix assez subtil de gestion relative à un indice, mais aussi de gestion absolue. Et c'est d'ailleurs pour ça. Alors la performance, par exemple, de PEA International à 17% cette année, c'est pas bon, n'est pas très bonne. Mais effectivement, on va peut-être se freiner un petit peu lorsque les indices caracolent comme ça. Value, c'est comme à la manière d'un fonds value, mais l'allocation a la particularité évidemment d'être mondiale et d'être concentrée sur des thématiques vraiment les moins chères, et il faut reconnaître que depuis quelques mois, c'est de plus en plus rare. Donc, c'est une thématique quand même qui va être relativement volatile, mais qui, je crois, et la performance l'année dernière à 27% le montre, et surtout à partir de septembre, il y a eu un retour en grâce de la thématique value. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, on a aussi deux types de thématiques à travers tout ça. On a des thématiques quantitatives et discrétionnaires, value et discrétionnaire, winner-loser et quantitatif. On applique un modèle que nous avons conçu. Alors, quand on conçoit un modèle, alors nous, on n'a pas fait Polytechnique. Je m'excuse pour ceux qui ont fait Polytechnique s'il y en a qui m'écoutent maintenant. Mais on ne cherche pas quelque chose de fumeux. On cherche quelque chose qui soit explicable à un client final. Winner-loser, c'est ultra simple. Vous achetez les 10 meilleurs ETF, les 10 plus mauvais ETF le 1er janvier, le plus mauvais de l'année passée. Vous les gardez 3 mois, vous vendez, vous restez en cash. En octobre, vous achetez les 10 meilleurs ETF de l'année en cours et vous les gardez jusqu'au mois de décembre. Vous faites ça chaque année et vous vous apercevez que vous faites une très bonne performance. Alors, ça ne marche pas tous les ans, mais quand statistiquement on cumule plusieurs années, on va s'apercevoir qu'on peut faire une performance proche du marché d'action avec la moitié de risque. Et l'année dernière, c'est la meilleure allocation. On a fait plus de 32%, donc en étant investi 6 mois sur 12. Contrariant, c'est d'aller acheter des thématiques dont plus personne ne veut. Là encore, le champ un peu se réduit, mais on en trouve. Et je pense que Contrariant devrait faire une très bonne année si, comme je le crois, la zone euro, qui est plutôt une zone un peu contrariante, hein, on est au niveau mondial. Alors nous, Européens, on se dit la zone euro, c'est naturel d'en acheter. Pas du tout. Vous demandez à un investisseur japonais acheter de la zone euro, pour lui, c'est exotique. Hein. Momentum, c'est du quantitatif, c'est un modèle qui va détecter les tendances. Guerre protection, c'est une allocation qui est dans la zone 0,50, donc plutôt
un prudent équilibre, qui va regarder le monde à travers les tensions géopolitiques. Évidemment, actuellement, c'est une allocation qui a beaucoup de sens, qui, malgré son exposition assez limitée au marché d'action, a fait une bonne performance l'année dernière, avec une volatilité aussi assez faible. Vous avez son équivalent sur l'inflation à côté, et ensuite, pour finir la ligne des allocations spécialisées, uniquement sur les taux d'intérêt. Donc ça, effectivement, on peut un peu le comparer à une proposition visant à remplacer du fonds euro. Et l'année dernière, la performance a été très bonne, et d'ailleurs, elle est très bonne depuis plusieurs années. FlexCant et Protectaire, ce sont deux gestions, FlexCant et quantitative, qui ont un peu le même objectif, c'est-à-dire profiter du marché d'actions sans prendre les baisses. Quand je parle des baisses, je ne parle pas d'un crack du jour au lendemain, moins 20%, mais je parle d'un bear market. Typiquement, FlexCant est un modèle qui a très bien encaissé le choc 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, et qui, de ce fait, voilà, je prends une partie de la hausse du marché de l'action, mais surtout, j'évite de prendre la baisse. Donc, c'est un modèle qui va vraiment de 0 à 100% action. Et Protectaire, c'est une allocation qui est plus en buy and hold, qui est relativement figée et qui va vraiment protéger le portefeuille et même bénéficier d'une situation de crainte récessionniste et d'une récession. Et ensuite, alors je ne vous les commande pas, prudent équilibre dynamique. Voilà. Alors, je retourne un instant, tac. Voilà. Je revois vos questions. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous voulez ne serait-ce que pour voir un peu les informations qu'on a pour chaque allocation, qu'on zoome sur une des allocations? Est-ce qu'il y en a une qui a retenu votre attention? Je vais terminer le partage pour l'instant. Tac, je le reprendrai. Ah, volatilité. OK. On va regarder volatilité. Est-ce que, je sais pas, Madame Agnès, est-ce que vous voulez qu'on regarde une allocation? Honneur aux dames. Bon, alors on va regarder volatilité. Alors pourquoi ça marche pas? Voilà. Alors, je vais le faire rapidement parce que c'est un petit peu technique et je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. La courbe de volatilité. Alors, la volatilité, on parle du VIX. Voilà, ça c'est l'histoire du VIX avec quelques tensions périodiques. La courbe de volatilité, c'est une courbe. La courbe à terme, c'est en général une courbe qui a un format contango. Ça veut dire que alors non, pardon, je vais la faire autrement. Je vais prendre le tableau blanc. Ah zut. Voilà.
Voilà, la courbe à terme de volatilité, elle a dans 90% du temps, elle a une tête comme ça. Ça, ce sont les maturités. Hein, par exemple, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, quand vous achetez un ETF sur la volatilité, je parle de la volatilité implicite. Je ne parle pas de la volatilité historique, qui évidemment n'est pas cotée, mais de la volatilité implicite, c'est-à-dire le VIX, par exemple aux États-Unis. Lorsque vous achetez, par exemple, un ETF de volatilité, donc à l'intérieur, le gérant achète des futurs. Bon, et ben, quand le futur arrive à son terme, il est obligé de ce qu'on appelle roller la position. Et à chaque roll, paf, le gérant perd ça. Parce qu'il achète plus cher, ici, la maturité antérieure. Et comme cette courbe-là, ce qui ne se voit pas sur mon magnifique dessin, est très pentue, cet écart-là, il peut être de 5% en moyenne tous les mois. Donc, quand vous achetez un produit sur la volatilité, un produit long, évidemment, faut vous dire que vous devez avoir raison de toute urgence. Vous devez avoir raison très très vite. Si vous perdez, si vous gardez ça plusieurs mois, vous allez perdre à peu près 5% tous les mois. Qu'est-ce qui attire les gens vers cette stratégie? C'est tout simplement que la volatilité, c'est la classe d'actifs la plus inversement corrélée au marché d'actions. Donc c'est un outil de couverture qui fonctionne très très bien. Mais donc, il faut avoir raison tout de suite. Et on s'est dit, puisque être long volatilité, c'est perdre 5% tous les mois, bah, celui qui est short volatilité, il va gagner 5% tous les mois. Donc, on a cherché à monter un modèle permettant de capter ce différentiel tous les mois. Alors, ça paraît un peu facile ou magique, sauf que ça ne marche pas tout le temps, parce que lorsqu'il y a des tensions sur la volatilité, ce qui va se passer, c'est que la courbe va monter. Donc déjà, si vous êtes short de volatilité, vous perdez de l'argent, mais qu'en plus, elle va s'inverser. La tension sur le court terme va être plus forte que sur le long terme. Pardon, j'aurais peut-être pas dû la dessiner comme ça. Bon, vous avez compris que j'ai voulu effacer cette partie-là. Tac. Ah, c'est du grand art. Hein. Voilà, j'aurais dû la dessiner comme ça, une autre échelle. Ça veut dire que quand même, le long terme monte aussi, mais moins que le court terme, et donc la courbe s'inverse. Donc dans ces cas-là, la stratégie short de volatilité, elle est très perdante. Donc nous avons intégré un modèle de façon à détecter, quand ça frémit un petit peu, et de se positionner et de couper les positions en étant cash. Voilà. Comment fonctionne volatilité. Alors c'est vraiment un secret de fabrication. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça donne des résultats tout à fait prodigieux. Peut-être vous montrer la synthèse des résultats. Ça aussi, c'est quelque chose que vous voyez, je pense, assez rarement. Voilà, la synthèse des résultats 2019, classée sur une courbe performance-volatilité. Donc, je vous disais winner-loser, et qui d'ailleurs pas dans les plus volatiles, puisque je vous l'ai dit, on est investi que 6 mois par an, fait plus de 30%, l'année dernière. Je vous laisse lire rapidement. Alors, je suis désolé, il y a des parties qui ne sont pas très lisibles parce que ça se superpose. Ce graphique-là est accessible en direct sur le site ETF Finance sans être abonné, où vous pouvez accéder même sur différentes périodes. Voilà, les allocations les plus prudentes avec des volatilités entre 4 et 6. Bon, bah, sur uniquement des taux, on était à 7%. Oui, quasiment 7. FlexCant à 10. Prudent avec la même volatilité, on est à plus de 13. On a fait vraiment une très très bonne année.
je peux vous montrer aussi, hop, en direct à quoi ça ressemble. Alors là, on va retrouver la même chose sur ETF Finance, hein, mais j'ai été sur notre site de gestion des allocations. Voilà, vous avez sur différentes périodes. Donc là, on est depuis le début de l'année. Alors évidemment, il y a encore une nasse d'allocations qui sont entre 0 et 1. Mais on voit qu'il y en a déjà qui se distinguent. Volatilité est déjà à plus 5,60, futur est quasiment à 5, émergent, political trend. Bon, les allocations les plus concentrés, les plus actions, évidemment, enfin, je dis évidemment, se détachent. On est là largement supérieur à des indices actions. Et puis, voilà, vous allez pouvoir voir, par exemple, ce que je vous montrais, voilà, les performances de 2019. Et ça, c'est vraiment les performances en temps réel, hein, sur toutes nos allocations. Je suppose que c'est un outil que vous n'avez pas quand vous achetez des OPCVM. On peut ici, si on prend... Non, ça, bon, on va le fermer. Paf. Alors, je regarde les questions. Liquidité. Vous parlez des liquidités des ETF. Hein. Alors, il y a vraiment... comment dire, il y a des procès qui sont faits aux ETF parfois qui me laissent pantois. Et on fait un procès sur la liquidité qui n'est pas totalement injustifié, mais qui est parfois exagéré parce que on a sur les ETF la même problématique que sur un OPCVM classique. Je veux dire, souvenez-vous, la crise de 2008 a commencé avec des ETF, des OPCVM monétaires de la BNP qui n'ont pas pu être remboursés. Donc le problème de liquidité, il est partout. Mais c'est vrai que un ETF en donne tellement, c'est merveilleux, un ETF. Il donne de la liquidité, il vous donne de la liquidité toute la journée. Et même quand le marché sous-jacent est fermé, vous avez de la liquidité. Vous achetez du marché japonais à tout moment, alors que le Japon est fermé. C'est quand même magnifique. Mais c'est vrai que en étant tellement, entre guillemets, généreux dans l'offre de services, il ne faut pas oublier que derrière, il y a effectivement des actifs, des sous-jacents, qui ne sont pas toujours liquides. Quand vous achetez un ETF avec un spread de 0,1% sur des emprunts à yield émergents, par exemple, il ne faut jamais oublier que les sous-jacents, parfois, se traitent une fois par semaine. Et donc, qu'en cas de crise, vous allez retrouver la liquidité de votre sous-jacent. Alors, ça ne veut pas dire que l'ETF va traiter une fois par semaine. Vous pourrez continuer à acheter et vendre votre ETF, mais vous allez voir les spreads plus être de 0,1, mais s'élargir. 0,2, 0,3, 0,4, pourquoi pas 1%, 1,5, 2%, si les actifs sous-jacents ne sont pas liquides. Voilà, il ne faut juste pas l'oublier, mais on n'oublie pas non plus qu'on fait de la gestion non pas pour le compte d'institutionnels soucieux d'un benchmark avec la possibilité d'achat et de souscription à tout moment, comme sur un OPCVM, c'est vraiment aussi, à mon sens, une grande faiblesse de l'OPCVM, parce que le gérant doit gérer des souscriptions, des rachats tous les jours. Quand vous gérez des allocations en ETF pour des clients privés, vous n'avez pas de souci. Donc, allez sur des classes d'actifs qui risqueraient d'être moins liquides en cas de tension, et des tensions, il y en a déjà eu. Quand même, les ETF, je vous dis, depuis 91 aux États-Unis, il y a quand même eu quelques crises depuis 91. Aucun ETF n'a déçu par je sais pas, un décalage, par une fermeture, à cause d'une crise. Mais c'est vrai, comme Olivier vous posait la question, que un risque qui est pas une catastrophe, hein, en Europe, c'est que vous avez à peu près la moitié
des ETF cotés qui font moins de 50 millions d'euros. Moins de 50 millions d'euros pour survivre dans un monde déflationniste, c'est compliqué. Donc ma crainte, c'est effectivement de voir des ETF fermés, des ETF qu'on aime bien parce qu'ils ont des granularités assez fines, fermés. Alors, j'y crois pas forcément trop. Je crois qu'au contraire, ça va pousser les promoteurs d'ETF à se regrouper pour avoir des tailles critiques et qu'il n'y ait pas, par exemple, je sais pas, 5 ETF sur la Pologne. Voilà, bon, c'est pas une zone qui est forcément très courue. Les ETF sont pas forcément énormes, donc pourquoi pas des regroupements. Et je pense que c'est pas tout à fait anodin si on a passé l'année 2019 à parler de la vente de l'Ixor. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que peut-être la Société Générale serait intéressée par vendre l'Ixor. Alors, c'est pas un nombre insuffisant de transactions. Hein. Le nombre de transactions, on s'en moque totalement. Hein. C'est vraiment le gérant de l'ETF ne vit pas avec le nombre de transactions. Il peut en avoir zéro. Il vit avec les actifs. Hein. C'est les actifs sous gestion qui sont importants. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur la liquidité, chère Agnès? Ok. Et sur la fermeture d'ETF? Des ETF sur les métaux précieux. Ah oui, bien sûr. Évidemment, il existe des ETF sur les métaux précieux. Alors, attention. Vous me parlez de métaux précieux, donc vous ne me parlez pas d'actions du secteur des métaux précieux. Vous ne me parlez pas des mines d'argent ou des mines d'or. Vous me parlez, je comprends, de la commodity. Il est interdit dans le format UCITS d'avoir un ETF sur un seul métal parce qu'un ETF doit être diversifié. Donc, vous allez trouver des ETF sur des paniers, allez, excellente celle-là, des paniers de métaux précieux, industriels, énergétiques, mais vous n'allez pas trouver d'ETF sur un métal, une seule commodité. En revanche, si on sort de l'univers de l'ETF, je vous dis, hein, l'ETF, Exchange Traded Fund, donc ces fonds, ce sont des OPCVM, donc avec une certaine protection. Si vous sortez de ce monde-là et que vous allez dans le monde de l'ETC, par exemple, Exchange Traded Commodities, vous êtes dans le monde de l'obligation complexe, ce sont des obligations complexes, donc avec un risque de crédit plus important. Alors là, évidemment, vous trouvez des ETC sur l'or, sur le palladium, sur le café, sur le coton, l'aluminium, sur à peu près ce que vous voulez. Et donc sur les métaux précieux, l'argent, le platine, l'or. Donc oui, voilà. Mais il faut bien chercher et garder en tête qu'on n'est pas dans le monde de l'ETF. Donc ça suppose aussi que votre assureur accepte ce genre de sous-jacent ou que votre banque dépositaire accepte. Alors, je regarde l'heure et pardon, j'ai largement dépassé. Je voudrais juste conclure et puis après éventuellement reprendre des questions si vous le souhaitez. Aujourd'hui, quand pour vos clients, vous achetez des OPCVM, vous achetez deux choses. Vous achetez l'accès à un marché et une stratégie de gestion. Ce que je propose, c'est de couper ce cordon ombilical, d'acheter des ETF pour l'accès au marché pas cher et de reprendre en main la stratégie parce que vous reprenez en main aussi votre prix de vente. Et que payer cher des gérants qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, je ne leur jette pas la pierre, hein, la gestion c'est un métier compliqué, et quand on traîne plus de 2% de frais, c'est encore plus compliqué de battre un indice. Je crois surtout que la structure au PCVM est totalement obsolète et qui plus est inadaptée à de la clientèle privée. Et donc, vous coupez le cordon ombilical, vous achetez des ETF pour l'accès au marché et vous sortez de ce package la stratégie que vous mettez en œuvre, que vous mettez en œuvre avec votre client ou que vous mettez en œuvre avec nous en délégation ou en conseil. Voilà, c'est mon mot de conclusion. Je regarde si j'ai rien oublié de
de vous dire. Je veux bien poursuivre sur les questions. Vaut-il mieux une réplication synthétique ou réelle, donc appelée physique? Alors, c'est un débat qui a agité en 2008, 2009, 2010, qui permettait de faire une petite guéguerre entre l'Ixor qui faisait que du physique, que du synthétique, et iShare qui faisait que du physique. Depuis, iShare fait les deux, l'Ixor fait les deux. Je dirais que il faut, dans le cas d'un certain nombre de marchés, il est plus intéressant de faire du synthétique. Dans d'autres, il est mieux de faire du physique. C'est vrai que la demande des investisseurs a été d'aller vers du physique pour qu'il y ait une cohérence parfaite entre le panier détenu et l'indice traqué, ce qui n'est pas le cas du synthétique. Mais la tracking error de la réplication est plus propre dans le cas du synthétique, dans le cas du physique, parce que dans le cas du physique, vous embarquez des frais de frottement qu'il n'y a pas dans le synthétique. Donc, je crois qu'il faut... pour ma part, je diversifie. Quand je vois qu'il y a trop de synthétique dans une allocation et que j'ai le choix, j'achète l'autre type de réplication. Si vous voulez faire que du physique, faites que du physique. Moi, dans mon raisonnement, c'est d'abord le choix d'une classe d'actifs. Après, je regarde effectivement si ça existe en physique ou en synthétique. Donc, il n'y a pas de réponse oui ou non. Il n'y a pas dire il faut faire que du synthétique ou il faut faire que du physique. Avez-vous une autre question? Est-ce que Jacques ou Thierry ont des questions? Ont-ils entendu? Ont-ils participé? Alors, coût d'abonnement. Donc, avec l'abonnement, alors attendez, j'y retourne 2 minutes. Bon, je vous réponds et après je vous montre en 2 secondes. L'abonnement coûte entre 3 000 et 8 000 euros par an. Et voilà, donc ça vous donne accès comme si vous aviez une caméra sur un gérant de PCVM. Tac, oui, parce que je ne vous ai pas montré ce que vous pourriez voir. Alors, je vais aller sur une autre que volatilité, parce que volatilité, il y a vraiment des secrets de fabrication que je réserve aux abonnés. Mais voilà, portefeuille contrariant, par exemple. Vous allez, alors, il faut 20 secondes pour que ça charge. Vous allez ici voir apparaître l'inventaire. Ici, l'historique des opérations. Vous n'avez plus les moins-values. On essaye vraiment d'être en transparence totale. Donc, vous voyez par exemple qu'on a acheté. Alors voilà, il y a l'inventaire qui est apparu, j'y remonte. Voilà, la dernière opération, ça a été un achat d'un ETF sur le Nigeria et une vente de mines d'argent. Voilà aujourd'hui le portefeuille. La première position, c'est de la Turquie, des small cap indiennes, des services parapétroliers, etc., etc. Vous voyez qu'on a réussi quand même quelques belles performances puisque sur les valeurs solaires, on est à 80% de plus-value. Alors évidemment, c'est de la plus-value latente. Hein. Ça préjuge en rien de la performance. Donc voilà les opérations. Vous avez la répartition par classe d'actifs. Si vous zoomez, vous allez voir comment ça se décompose. Voilà les pays émergents, donc Chine, émergents, Inde, etc. Et puis si vous rappuyez dessus, vous voyez de quel ETF il s'agit. Pardon. Voilà. La répartition géographique. Ça, c'est intéressant, l'évolution des classes d'actifs. Vous voyez par exemple que entre août et novembre, on avait acheté des actions BER pour couvrir un peu le portefeuille, donc des actions, des ETF BER, et que ça a disparu. Donc ça montre vraiment tout le film de la gestion. L'historique des performances. Alors, je précise en fait qu'on a intégré un outil depuis la fin 2018 qui est venu se substituer à un ancien outil. Donc, pour l'historique de performance, j'écris bien ici à partir du 31/12/2018. Donc, cette performance 2018 est juste sur une journée. On va l'effacer, ça n'a aucun intérêt. Et que l'historique de performance est dans l'ancien outil.
et vous le voyez donc ici. Graphique de performance, bah voilà, ici il commence en 2019 parce que c'est le nouvel outil avec les performances hebdomadaires. Avec l'ancien outil, vous avez les performances depuis 2013. Voilà. Vous avez la participation à la performance. Ça, je suis pas sûr que beaucoup de gérants d'OPCVM vous le montrent. Et vous avez aussi la comparatif par rapport à des OPCVM de même SRRI. Voilà, vous voyez dans l'univers de SRRI. Alors, je l'ai pas affiché ici, mais Contrarian, il est SRRI 4, il me semble. Vous voyez comment on se situe dans un graphique de volatilité performance avec les autres OPCVM. Voilà donc ce que vous voyez sur chacune des allocations et donc ce que vous avez pour entre 3 000 et 8 000 euros par an. Vous avez également, chaque fois qu'il y a une opération qui est passée, vous recevez un email le jour même, au pire le lendemain, pour vous informer que tel ou tel ETF a été vendu et donc vous pouvez répliquer. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on peut construire des allocations pour un univers donné. C'est-à-dire que là, on gère dans l'univers des ETF au monde, mais je ne suis pas sûr que le VanEck Vector India Small Cap soit disponible dans votre contrat Cardiff Himalaya. Donc, ce qu'on propose, c'est on peut définir des univers et vous proposer une allocation dans un univers donné. En tant que CGP, comment on gagne notre vie? Très bien. De manière schématique. Je vous le fais de manière schématique. Après, on pourra parler au cas par cas. Quand vous basculez de l'OPCVM à l'ETF, grosso modo, vous faites économiser, vous avez une économie de 2%. Cette économie, elle va être répartie dans les grandes masses entre un tiers pour vous, un tiers pour l'allocataire. Donc, évidemment, on espère que vous allez travailler avec nous. Donc, un tiers pour nous si vous travaillez avec nous. Et vous rendez un tiers pour le client. Après, les curseurs s'ajustent. Ça veut dire que si on parle de un tiers de 2%, donc à peu près 0,70, ces 0,70 viennent se substituer à la rétrocession sur OPCVM que vous aviez par le passé. Alors, on peut bouger les curseurs pour passer de 0,70 à 1%, par exemple, pour que vous retombiez sur vos pieds si vous touchiez à peu près 1% de rétrocession. Après, concrètement, est-ce que ce sont des frais qui sont payés par l'assureur si on est dans un contrat d'assurance vie? Est-ce que ce sont des frais payés par nous quand vous rétrocède? Est-ce que ce sont des frais que vous allez devoir réclamer à votre client? Ça, je dirais, on est vraiment au cas par cas. Si vous êtes dans un PEA, un compte titre, si on est en assurance vie, si on est dans un fonds interne dédié, si on est dans un fonds d'assurance spécialisé. Après, on parlera au cas par cas. Mais j'espère avoir en tout cas répondu à votre question. Mais si vous voulez qu'on zoome sur un des cas, écrivez-le moi. Combien de classes d'actifs sont disponibles? Je dirais toutes. Toutes, c'est-à-dire que actions, obligations monétaires, devises, matières premières, crédit, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Et ce qui est intéressant, c'est que on va, quand je dis on, les promoteurs d'ETF, puisque nous, on ne fabrique pas d'ETF, on est juste utilisateurs, intègrent des stratégies dans leurs ETF qui sont parfois, souvent même inaccessibles en OPCVM. Par exemple, quand vous achetez, l'Ixor vient de sortir un ETF pour investir sur la quantification de la courbe des taux. Alors c'est vrai, évidemment, c'est très technique. Je ne vois pas un conseiller financier proposer ça à son client. Mais nous, dans nos allocations, par exemple dans l'allocation taux, parce qu'on imagine taux d'intérêt, on va acheter des emprunts d'État ou un peu de crédit pour augmenter le taux actuariel. Non, pas seulement, et même assez peu, surtout par les temps qui courent. Donc, on est obligé d'aller chercher des stratégies un peu sioux, et c'est un exemple. Donc, tout ce qui est coté, alors, le prix des œuvres d'art n'est pas coté, donc il n'y a pas d'ETF dessus. La météo n'est pas cotée, donc il n'y a pas d'ETF dessus. Mais vraiment, on utilise tout et on va le chercher là où il se trouve. Avec l'Europe et les États-Unis, on trouve tout ce qu'il nous faut. Mais si besoin, on irait acheter des ETF au Japon ou en Chine, mais il n'y a pas de besoin particulier. Combien d'ETF disponibles aujourd'hui?
Alors, dans le monde, à peu près 6000. Dans un PEA, à peu près 250. Dans un contrat d'assurance vie, variable selon les assureurs. Alors, on a une offre particulière de multigestion, de fonds externes. Oui, une multigestion dans l'assurance vie luxembourgeoise avec Baloise, où on a construit une forme de contrat en ETF. On a sélectionné pour eux une centaine d'ETF. Donc là, il y a 100 ETF avec Baloise. On a travaillé avec AGEAS. Si vous travaillez avec AGEAS France et que vous demandez une délégation de gestion en ETF, c'est nous qui la faisons. On fournit l'allocation aussi souvent que nécessaire à AGEAS qui la met en œuvre pour tous les contrats en ETF. Là, il y a une quarantaine d'ETF qui a été sélectionnée. Mais après, évidemment, ça dépend de chaque assureur. Est-ce que je réponds à votre question? Bon, c'est vrai que c'est sympa le webinaire, mais c'est frustrant de pas vous avoir en face. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que vous ayez chacun une petite caméra sur vous, au moins que je puisse vous voir, ou je viendrai vous voir. Ok, merci Thierry. Est-ce que vous avez encore des questions? Évidemment, si des questions suivent une fois qu'on a interrompu ce webinaire, on se parle, et puis on se rencontre si nécessaire. Ce sera toujours avec grand plaisir. Vous voyez qu'on est passionné. On fait partie vraiment des précurseurs sur les ETF, puisque c'est dès 2007 qu'on a dit, on va faire plus que de l'ETF. Il y a assez peu de personnes sur le marché qui ont cette antériorité et cette légitimité pour vous parler d'ETF. Je vois pas d'autres questions. Ah si, alors je vois que ça pianote. Donc j'attends que la question s'affiche. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez un intérêt, on est à votre écoute pour avancer ensemble. À très bientôt. Très bon week-end. Au revoir à tout le monde.